Et le monde automobile, lui aussi, a dû lever le pied concernant ces activités. Mais récemment, j'ai appris grâce à YouTube que certains pilotes de Formule 1 avaient trouvé un moyen de tromper l'ennui. Comment? Ils participent à des courses en ligne, bien sûr. Il s'agit simplement de compétitions amicales. Leur enjeu est loin d'être le même que celui des vraies courses sur circuit. Les participants d'ailleurs sont souvent issus du monde de la course, souvent des pilotes professionnels même. Mais bon, j'imagine que les courses en ligne doivent être à la Formule 1 ce que la simultanée à distance est pour nous, collègues interprètes de conférences. Je vous propose ce soir de nous pencher un peu plus en détail sur le monde fascinant de la Formule 1 et sur celui de sa jeune cadette, la Formule E. Et puis, nous essaierons d'en dégager les mérites comparés. J'ai dans mon entourage une personne qui est passionnée de course automobile. Ça m'est donc déjà arrivé de me retrouver, à ma plus grande surprise, à passer un dimanche après-midi entier devant la télévision à regarder le Grand Prix. Et finalement, je me suis rendu compte que quand on a quelqu'un qui est passionné, qui prend la peine de tout expliquer de manière pédagogique pour la novice que je suis, c'est un sport assez passionnant. Un peu d'histoire d'abord, bien sûr. Le sport a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La compétition de Formule 1 a été créée en 1946 et la première course, la première compétition a eu lieu en 1950 en Europe. Quand on parle de Formule 1, bien sûr, on parle aussi de légendes, de mythes, de géants de la Formule 1 et forcément on pense aux plus grands pilotes de l'histoire. Évidemment, il y a un débat, mais d'après ma source à moi, les plus marquants, ça a été Michael Schumacher. Alors, je signale en passant qu'en France, on dit Schumacher et en Belgique, on dit Schumacher. Voilà, je trouve ça intéressant. Il y a aussi Lewis Hamilton, qui est celui qui est actuellement en activité avec le plus de titres de champion, et Ayrton Senna, pour son style, pour l'icône qu'il représente pour beaucoup. La Fédération internationale automobile, la FIA, a été fondée en 1904. C'est elle, cette fédération, qui définit les règles des courses. Il y a un cahier des charges strict, notamment pour la sécurité, pour les courses de Formule 1. Et ce cahier des charges a évolué au fil du temps, bien sûr. La saison de Formule 1 commence début mars et finit le 1er décembre. À la fin de chaque saison, on décerne 2 titres. Le titre de meilleur pilote, donc à une personne. Actuellement, c'est Michael Schumacher qui détient le record du nombre de titres. Souvent, c'est aussi lié à la médiatisation, à la célébrité du pilote. Et on a le titre écurie, le titre du plus grand nombre de victoires pour un constructeur automobile. Actuellement, c'est Ferrari qui est championne avec 16 titres à son actif. C'est aussi un sport qui n'est pas à l'abri de la triche et de l'espionnage industriel. Par exemple, en 2007-2008, il y a eu un épisode de triche. Ferrari a, dans cette saison-là, remporté le titre de constructeur, le titre écurie, parce que les points de l'écurie McLaren ont été annulés. En effet, McLaren a été accusé, à raison, d'avoir copié des plans de Ferrari. De manière générale, je me suis naïvement posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on va faire tourner des voitures pendant des heures sur un circuit? L'explication, c'est qu'on pourrait dire en fait que le but général de ce sport, c'est de mettre au point des technologies de pointe dans la course pour en faire l'étalage, pour montrer à tous son savoir-faire de constructeur automobile et ensuite pour que ça ait une répercussion forcément sur les ventes. Donc finalement, il s'agit d'allier recherche de pointe et publicité et de trouver le meilleur rendement moteur.
Ça m'a aussi, beaucoup amusé de trouver petit à petit, des parallèles avec la course hippique. Je trouve qu'il y a beaucoup de vocabulaire en commun et même de situations communes avec, on parle d'une écurie, on parle, d'aller dans les paddocks, on parle des chevaux pour, les chevaux moteurs. Il y a le logo célèbre de l'écurie Ferrari. Bon ça, c'était juste une réflexion personnelle. Alors, qui sont les grands acteurs du secteur? En Formule 1, il y a 10 écuries, dont 3 constructeurs automobiles complets. C'est-à-dire que pour ces 3-là, ils fournissent leurs moteurs et leurs propres châssis. Ces 3-là, ce sont Ferrari, Mercedes et Renault. Ensuite, les 7 autres, ce sont Red Bull, Toro Rosso, Alfa Romeo, Force India, Williams, McLaren et Haas. Quand on pense Formule 1, on pense aussi bien sûr aux grands événements médiatisés du secteur ou de la course automobile. Il y a bien sûr Monaco, la célèbre et glamour course en milieu urbain. Jusqu'à il y a peu, c'était la seule en milieu urbain, mais il y a maintenant aussi la course de Bakou en Azerbaïdjan. Parmi les autres circuits légendaires, on peut bien sûr citer également Spa-Francorchamps en Belgique et Silverstone en Grande-Bretagne. Passons un petit peu à la technique maintenant. Comment ça se passe, sous le capot? Alors on dit que les, voitures de Formule 1 sont des voitures de type open wheel, donc à roues ouvertes. C'est-à-dire que, finalement, on a simplement une sorte de squelette avec juste la place pour le pilote. C'est pour ça qu'on appelle ça un monoplace. Les Formule 1 de nos jours fonctionnent avec un moteur V6 hybride. Et oui, avec de l'électricité en partie. D'où, l'idée que ce milieu fait des efforts pour aller vers plus de durabilité. La question de la durabilité, j'y reviendrai ensuite. Ces moteurs-là, ces moteurs hybrides, sont plus coûteux que les moteurs thermiques qu'on utilisait au début des années 2000. Bien sûr, qui dit vitesse, dit sport extrême, dit accident extrême. Qu'en est-il de la sécurité sur les circuits? Comment fait-on pour protéger au mieux la vie des pilotes? Il y a bien sûr le casque, la ceinture de sécurité, mais que se passe-t-il par exemple en cas d'incendie, en cas d'accident, de sortie de piste? Alors on a plusieurs solutions. Par exemple, petit à petit, on a introduit ce qui s'appelle la carrosserie déformable qui absorbe les chocs. On a la cellule de survie, qui est une sorte de structure autour du pilote pour garantir mieux sa sécurité. On a la combinaison ignifugée en cas d'incendie, le harnais et puis le HANS, le Hand and Neck System. Ce HANS sert notamment pour la zone des cervicales, pour éviter le coup du lapin, pour éviter des chocs brutaux dans la nuque. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé la vie au pilote Max Verstappen récemment. Si on parle de sécurité, on parle aussi malheureusement d'accidents. Qu'en est-il du taux de mortalité dans ce sport? En Formule 1, la victime la plus récente, c'est Jules Bianchi en 2015. Et avant lui, c'était en 1994, donc il y a relativement longtemps, et c'était Ayrton Senna à l'époque, le grand pilote de légende que j'ai mentionné au début. Et malheureusement, en 2019, il y a eu un Grand Prix de Formule 2 qui a coûté la vie au pilote Alain Hubert. Comment ça se passe maintenant sur la grille de départ? Comment les voitures sont-elles réparties? Comment on décide qui est à l'avant et qui est à l'arrière? Eh bien, ça se fait bien sûr via les qualifications. Mais il est également possible de recevoir des pénalités et donc de reculer sur la grille de qualification. Par exemple, si après les qualifications, vous décidez de changer votre groupe moteur, votre moteur, on considère que votre moteur est neuf et donc que vous devez reculer car vous allez devoir être pénalisé. J'ai mentionné brièvement le Grand Prix de Formule 2.
Eh bien oui, parce que finalement, on l'ignore un peu, mais il y a la Formule 1, mais aussi d'autres catégories en dessous, un peu comme dans le football. Je ne vais pas m'aventurer sur le terrain du football, c'est un peu trop dangereux pour moi. Mais, je vais vous proposer un peu une sorte de, chemin classique du, pilote, type. Comment sa carrière se construit? Eh bien, un pilote commence souvent très, très jeune, à 3-4 ans, et il fait du karting, tout simplement. Et puis, généralement, il monte les échelons. Il passe à la F4, la Formule 4, ensuite à la F3 avec le Grand Prix 3, la F2, Grand Prix 2, et puis la Formule 1. En Formule 1, il y a aussi d'autres types. Il y a la Formule E, dont je parlerai tout à l'heure, et la WEC, la World Endurance Championship, qui est une course un peu différente, puisque comme son nom l'indique, tout est lié pas forcément à la vitesse, mais plus à l'endurance. Il y a aussi d'autres compétitions liées à la maison Renault, ce qui s'appelle la Formule Renault, mais on ne va pas rentrer dans les détails non plus. Généralement, une course de Formule 1, c'est 50 à 70 tours de circuit et ça dure environ 1h30. Alors voilà, on y arrive. La Formule E maintenant. La Formule E, c'est un sport très très récent. Il en est vraiment à ses balbutiements. Il est né en effet en 2015 et là encore, toujours régi par la FIA dont j'ai parlé au début. Au niveau technique, la différence déjà notoire, c'est la vitesse. La Formule 1 peut proposer des vitesses de pointe à 370 km/h, tandis que la Formule E arrive à 280 km/h. La différence s'explique par la différence de chevaux. Mais, il faut le noter tout de même, la Formule E a déjà fait de grandes avancées technologiques et qui sait, pourra rattraper et concurrencer les vitesses de la Formule 1 si ça se trouve dans quelques années. Les voitures de Formule E sont un peu plus lourdes que celles de Formule 1, mais sont aussi plus silencieuses. Le règlement, c'est que tout le monde a le même châssis et les mêmes pneus. Ensuite, les équipes bricolent comme elles veulent autour, en accord bien sûr avec le règlement de la FIA. Alors quand je parlais d'évolution technologique de la Formule E, il y a surtout une évolution importante sur le modèle de châssis, le modèle de voiture qu'on utilise depuis la première saison de 2015. En 2015, on utilisait un châssis commun, donc tout le monde partait avec le même châssis, un châssis de Spark Renault. 5 ans plus tard à peine, on en est à la 5e saison et là, on a changé la donne et on en est avec un châssis de Spark SRT 05E. Peu importe le nom et les chiffres et le nom barbare, l'idée c'est que avant d'arriver à cette innovation technologique, cette voiture de cette dernière saison, avant cela, on était obligé d'avoir par pilote 2 voitures. Imaginez les coûts que ça pouvait engendrer pour l'écurie. Tout simplement parce que la batterie n'était pas assez solide pour tenir toute une course. Il fallait 2 voitures par pilote pour tenir la route. Alors que maintenant, avec ce nouveau modèle Spark SRT, il suffit d'une voiture électrique. Ça veut dire que maintenant la batterie a fait de tels progrès qu'elle est capable de tenir toute une course. J'ai parlé tout à l'heure des champions et des légendes de la Formule 1. La Formule E, elle, est moins médiatisée, moins célèbre pour le moment. Et généralement, c'est sans doute dû à une sorte de «mauvaise réputation» entre guillemets, puisque souvent la Formule E est considérée comme une voie de garage en quelque sorte pour les pilotes de Formule 1 qui n'ont pas réussi à percer. Mais j'imagine que cela pourrait changer avec le temps. Actuellement, on a en Formule E 12 écuries en concurrence et pas du tout les mêmes que les écuries de Formule 1, sauf une exception, c'est Mercedes-Benz qui a une écurie à la fois en Formule 1 et en Formule E. Donc en Formule E, 12 écuries
avec 24 voitures, car il y a 2 pilotes par écurie. Autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est que la Formule E n'a pas les mêmes types de circuits que la Formule 1. La Formule E roule presque toujours sur circuit urbain, comme Monaco par exemple. Pourquoi? Parce que, la Formule E et la batterie de la Formule E fonctionnent sur un système de charge-décharge en continu. Ça veut dire que la voiture a besoin d'alterner freinage ou accélération et bien sûr, d'alterner, oh, j'ai eu un petit bruit, désolée. Et d'alterner donc freinage et accélération pour que la batterie puisse se charger au freinage et se décharger quand on accélère. Si on avait seulement des longs circuits avec des longues lignes droites, ça ne fonctionnerait pas du tout, parce que la batterie ne pourrait pas se recharger au freinage. Autre petite différence, les courses sont moins longues. Là, on passe sur environ 45 minutes de course. J'en arrive à la dernière partie de mon discours avec la question à 1 million ou à peut-être même 1 milliard d'euros. Est-ce que la Formule E est plus écologique que la Formule 1? En mars 2020, Ralf Schumacher, le frère du célèbre Michael Schumacher, lançait le débat en affirmant que la Formule 1 était plus écologique que la Formule E. Pour lui, le monde de la Formule E ne prend pas les bonnes mesures pour assurer la durabilité et l'aspect écologique de son activité. Il mentionne notamment le fait que les batteries de ces voitures sont rechargées grâce à des générateurs diesel. Et selon lui, l'efficacité et l'efficience exceptionnelle de la Formule 1 et la longue histoire et la longue expérience des ingénieurs de Formule 1 constituent une garantie que la Formule 1 fait vraiment tout pour s'améliorer. D'ailleurs, la Formule 1 a récemment annoncé son intention de réduire son impact écologique rapidement. Elle vise la neutralité carbone à l'horizon 2030. Pourtant, tout de même, en janvier 2020, la discipline électrique, la Formule E, a reçu une certification ISO selon laquelle ces meetings sont considérés comme éco-responsables. L'argument, ce qui a été retenu, c'est que les anciennes batteries, qui sont des batteries au lithium, sont recyclées. La Formule E a également pris des mesures pour améliorer ces événements publics. Par exemple, elle a décidé de commencer à distribuer des bouteilles d'eau réutilisables aux spectateurs et aux participants pour éviter les bouteilles en plastique jetables. Mais tout de même, en avril 2019, le Grand Prix de Formule E, organisé au centre de Paris, avait été très vivement critiqué. En effet, l'année dernière donc, ce Grand Prix a nécessité de déverser sur la route au centre-ville des milliers de tonnes de goudron frais juste pour la course, un goudron qui a été retiré le soir même. Bref, le débat est ouvert. Merci beaucoup.